Is that package for me, Pat? Unfortunately, Mike, it's for me. Trop choupinou, c'est Trax. Au sommaire ce soir. Face au monde qui s'effondre sous les coups du réchauffement climatique, un homme a la solution, la réduction. Dans cette spéciale Extra Small, on arrête de jouer les grands. Pour le Hollandais Arne Hendricks, notre avenir mesure 50 cm. Ça roule, ma poule. This is a fact of life. Every centimeter above 150, 153 I think, takes about 1 centimeter takes 2 to 6 months of your average life expectancy. That means, if it would be 6 months, if it would be 6 months, I'm 195. If I'm standing next to a person that is 155, that his or her life expectancy is 20 years more than mine, on average. Which seems also kind of, you know, how do you say it? Right, because we are taking so much more with our tall bodies. Why do we feel that if we encounter smallness, we can dominate it? We can show our power. We can ridicule things like throwing dwarfs that, you know, why do we feel we can do this? Why? I cannot, I mean, I wish I could give you an answer, but I think, why do we discriminate? If we can overcome this desire to put down the small, then I think there are many other things that we can overcome as well. So how can smallness initiate desire in people in a positive way? Maybe this idea that small people come from a different type of realm, they have a different type of reality, which they do because their world is much bigger than the world of big people. But also, a lot of our stories are about fairies, are about small, are about dwarfs, are about small characters, even already from the start of mythology. Les humains doivent-ils rétrécir pour survivre? Pour Arne Hendricks, la décroissance ne se limite pas à l'économie. Depuis 10 ans, à travers son projet The Incredible Shrinking Man, cet artiste-chercheur hollandais haut de 2 mètres imagine le futur de l'humanité si on mesurait tous 50 cm. Look, this is a bird sticking out his middle finger. It's an artwork. Ainsi rapetissée, l'humanité tout entière n'occuperait que les 6 plus grandes villes de la planète et elle pourrait s'en mettre plein la lampe tout en consommant 95% de ressources en moins. Enfin, un programme écolo qui fait rêver. Au printemps dernier, Arne Hendricks nous reçoit chez lui, sur la rive nord d'Amsterdam, dans un atelier aussi chargé qu'un cabinet de curiosité. I tried cleaning, but it didn't work out. I couldn't. It was just too much. These puppets are actually 50 centimeters. It was one of the first objects, maybe the first object that we made for the project. But this is just some that I picked up there in a little antique shop in Montpellier. But there are so many, and I collect them. You see people with giant watermelons. So yeah, a giant egg. And for me, this is about a desire for abundance. So normally you would just take these as funny cards. But for me, they're very meaningful. It's one of these funny drawings where it says man with a big cock, right? And then you look up man with a big cock on the internet to find this image, and then you find something else. So I think it was intentionally in that way. But of course, it works perfectly to illustrate what would happen if we would become 50 centimeters. And I was quite fascinated by this idea that if you have one chicken and we are 50 centimeters, that you can eat together with 100 people from one chicken. Well,
En attendant de réduire les humains, Arne agrandit les poulets. Aux Pays-Bas, en 2012, l'artiste organise cette performance aux allures de grands banquets. Au menu, une autruche entière, équivalent d'un poulet pour des humains de 50 cm. So one of the things I like to do is a giant vegetable hugging. Like you have these giant vegetable growers. I don't know if you know, but they like to grow, for instance, very, very big pumpkins or very big buttersquash or whatever this kind. And so hugging pumpkins in the autumn, I mean, I can recommend this to anybody. I mean, it sounds silly, but if you hug a giant pumpkin, you will feel something. Just do it. Don't think about it, just do it. You will understand what I'm talking about. Armée de sa pince à épiler, la japonaise Tomoko Misumi est au fourneau. Installée à Fukuoka, l'artiste est une maniaque de la tiny food, les plats rikiki qui se dévorent avec les yeux. Depuis 10 ans, cette ex-employée de bureau se consacre exclusivement à la réalisation de gâteaux et de sucreries de quelques millimètres de diamètre, plus appétissants que les vrais. Et nano-cerises sur le mini-gâteau, l'artiste fabrique elle-même les emballages en papier, en bois ou en plastique, tamponnés du nano-logo de sa micro-entreprise. Comme elle est fascinée par tout ce qui est petit, même le caniche de la chef est nain, Chaiko. J'ai fait des croissants pour vous en France. Vous en voulez? C'est un délire. Mais si tout le monde était plus petit, il y aurait moins de déchets. Et puis, on aurait moins besoin de nourriture. Comme ça, on pourrait peut-être s'approcher du monde idéal. Les petits chiens vivent plus longtemps que les gros. Ça pourrait être la même chose pour nous. Avec une baie, 3 grains de riz, une pincée de farine et un dé à coudre d'eau, les cuistots de la tiny food mitonnent de petits plats qui feraient saliver la poupée Barbie si elle avait des glandes salivaires. Née en 2014 sur la chaîne YouTube japonaise Miniature Space, la cuisine miniature s'éloigne aujourd'hui de la dinette ludique pour se rapprocher des cours de cuisine pro. Créée en pâte pour enfants qui durcit en séchant, les douceurs de Tomoko ne sont pas comestibles, mais lui permettent d'exprimer son amour du kawaii. Pour moi, quelque chose de kawaii, c'est ce qui touche profondément mon cœur et qui me donne super envie de le posséder. Et quand on met cette chose sur la paume de la main, ça redouble de mignonnerie. Créer des plats pour le plaisir des yeux plutôt que des papilles, c'est pas nouveau au Japon. Dans les années 30, l'entrepreneur Iwasaki Ryuzo propose au restaurant de faux plats en résine pour attirer le chaland. Mais ces assiettes plus grandes que nature déçoivent les clients gourmands. Du coup, la tendance s'inverse. Les assiettes rétrécissent jusqu'à devenir minuscules. Et du coup, kawaii. Tomoko est aussi spécialiste de bento, ces plateaux repas japonais qui célèbrent les saisons et les spécialités locales qu'elle reproduit au grain de riz prêt. J'ai été marquée par l'histoire de Casse-Noisette dans les contes d'Hoffmann. Enfant, je croyais que toutes mes poupées se mettaient à bouger dans ma chambre quand je sortais me promener. Du coup, je faisais un maximum de bruit en rentrant pour les avertir de mon arrivée. Je prenais ça très au sérieux. Jouer à la poupée n'a pas toujours été l'apanage des enfants. Nées au XVIe siècle, dans le nord de l'Europe, les maisons miniatures meublées, aussi appelées baby ou cabinet houses, ont d'abord été réservées aux adultes. Chef-d'œuvre d'artisans coûtant très cher,
elles faisaient la fierté de leurs propriétaires aisés. Ce n'est que plus tard qu'elles ont servi à laver le cerveau des petites filles pour en faire de parfaites ménagères. Aujourd'hui, la mini-mania touche de nouveau les grands enfants. Certains se sont spécialisés dans les décors pour hamsters, comme cette chaîne coréenne qui comptabilise plus de 80 millions de vues. Au sud de l'Inde, à Chennai, la chaîne YouTube Miniature Cooking Show a été créée par Ranjita et son frère Saravanan, rejoint il y a peu par sa femme. Lorsqu'elle ne filme pas en pleine nature, la famille tourne ses vidéos destinées aux réseaux sociaux sur son balcon. On nous pose toujours les mêmes questions. Qui mange ça? Vous faites ça pour des lilliputiens? Ou vous faites ça pour des fourmis? Enfin, ce genre de truc. On répond poliment qu'on les mange nous-mêmes, parce qu'on ne veut pas gâcher la nourriture. On essaye toujours, même si c'est mauvais, on essaye. Grâce au Do-It-Yourself 2.0, qui réactive pour le net des pratiques artisanales, les toqués de la Tiny Food créent leurs propres ustensiles ou instruments électroménagers et font même de la maçonnerie sur un coin de table. Souhaitant mettre en avant les savoirs traditionnels de son village, le Miniature Cooking Show fait appel aux artisans locaux pour fabriquer des mini-batteries de cuisine en métal ou en argile, créant ex nihilo des objets en bois ou en aluminium, en feuilles de palmier ou en plâtre, et même des caddies ou des frigos. Ça, c'est le four à pain. Et voici une vraie brique miniature. C'est à partir de ça qu'on a fait ce four. Toutes ces choses sont faites en bois. On les taille pour faire des couteaux ou des cuillères. En 3 ans, la chaîne indienne a filmé près de 300 recettes de cuisine, principalement indiennes, et souhaite inciter la nouvelle génération à cuisiner. Pour le trio, les miniatures tiennent aussi du projet philosophique en ces temps de réchauffement climatique. Si on était plus petit, on aurait beaucoup plus de place, vu que la Terre est grande. Mais on est aussi déjà minuscule, comparé à la taille de la Terre et des océans. On est vraiment tout petit. Mais si on était encore plus, ça serait pas simple. Les gouttes d'eau, par exemple. Si on était plus petit, on ne pourrait pas y survivre. Mais on est petit face à l'univers. On est des miniatures de l'univers. C'est toujours la spéciale Extra Small d'Anthrax. Since the middle of the 19th century, people in the Netherlands, from the smallest people in Europe, together with Italians and Spaniards, we have become the tallest people in the world. This is over a period of just 150 years. On an evolutionary scale, we have been getting taller with unprecedented speed. It's not healthy. It is not a natural state of being. Of course, we were one of the colonial powers, especially in the 17th century. But we haven't really started growing this tall until the middle of the 19th century. So there's not a direct link, I would say, in that way. But I do feel that maybe this mentality of always wanting more, of taking what you want, of feeling that you are entitled to, is definitely a colonial mindset. And I do feel that my body represents this type of colonial attitude, for sure. You know,
I am this desire for more in the flesh. I realized I was too tall already early on, when I was about 6, 7, or 8 years old, because I was the tallest person in my class. And people were always, you know, making fun of me or, you know, picking fights. So I was aware of my height quite early on, and I wasn't comfortable. I think the type of person I was, I wanted to blend in. It's interesting that if I step into a room, what will happen is that the energy in the room shifts towards me. Not because I'm a very special person, not because I have incredible things to tell, only because I'm tall. Né en 71, Arne Hendricks grandit à Riedam, près de Rotterdam, couvé par une professeure d'art plastique et un artiste. Après des études d'histoire de l'art à Amsterdam, il crée des œuvres critiquant notre avidité, comme ce fatberg, un bouchon de graisse qu'on trouve dans les égouts, symbole de notre époque. Cette obsession pour la décroissance devient le fil rouge de son projet, The Incredible Shrinking Man, qui se retrouve exposé depuis 10 ans dans toute l'Europe, de l'Espagne à la Slovénie. Entre deux TED Talks, Arne a aussi réuni chercheurs en cancérologie et économistes pour se demander si le capitalisme n'était pas le cancer de la planète, finissant, c'est ballot, par détruire l'organisme qui l'abrite. This eternal growth thing has not become very creative anymore. It has become so boring. Always more. This accumulation of resources is such an ugly story now. And so if we want to be creative and poetic again as a species and beautiful again, why don't we try to go the other way? There's a whole wide world living beneath our feet. Don't believe me? Look closer. In a land of giants, it's the smallest creatures that make the biggest difference. I think there's 8,000 to 10,000 different locations on your DNA that are somehow involved in how tall you are. And all these 8,000 locations communicate to each other. So if something changes here, something changes there. And that's 8,000 times all connected. So that is a very, very complex system. I am hopeful that at some point, if you wanted to, if you desired to, we could become smaller even through this kind of practices. But for me, it's important that it always comes from an honest desire. I don't like these scenarios, these dystopian scenarios, where some sort of a totalitarian dictator says, and now we should all shrink. I want smallness to be the revolutionary act, embraced by the people that passionately want it. To them, a crocodile becomes as huge as a prehistoric monster, a rifle as unwieldy as a siege gun, a terrifying black cat whose jaws mean death, death in the hands of a ruthless monster. What are you going to do? As you and your fellows develop toward normal size, you will again interfere with my work. And that is something which I cannot permit. Dogs and cats I don't think is a problem. We are by far the most cruel species around. And tigers have also not been a real problem for us, for instance. There's only 2,500 wild tigers alive today, mainly because we killed them. Don't fear the cat. I always say, don't fear the cat. Don't give me this, but what about the cat story? I'm not interested in it, but I do worry about mosquitoes and wasps a little bit. À Amsterdam, Arne Hendricks a ses habitudes au Mediamatic, un centre culturel, restaurant et atelier de hackers, rassemblant de nombreux artistes au croisement des nouveaux médias et du bio-art. Parmi ces expérimentations, il a imaginé et construit des pigeonniers en briques de mycélium, des filaments de champignons qui fusionnent avec le temps.
Son but, utiliser les crottes de pigeons comme fertilisant. Oh yeah, it's nice. You can really see that it's growing. It is a good mask. The abundance one is the simplest of all. And sometimes I use it to open, let's say, conferences. When people invite me for a talk and you have a lot of, like, sometimes you have managers and they're serious. And I just kind of do this abundance. And it's just... And it doesn't get much better than this. It's just... You can already see that because of my height, it starts to get really awkward at some point. Mathieu, notre reporter au ras des pâquerettes, fait du Razmot à 50 cm d'altitude pour rencontrer Koen van Mechelen, un artiste éleveur un brin fétichiste qui a fait des poules son sujet de prédilection, mais aussi son moyen d'expression. Dis Koen, toi qui as fait des gallinacés la panacée, les cocottes sont-elles aussi stupides qu'on le dit? Non. Bien sûr que non. Il y a toujours une forme d'intelligence chez les animaux. C'est nous qui avons fabriqué les poules. Les poules domestiques sont un miroir de notre société. Si on considère que les poules sont banales, il faut qu'on s'interroge sur nous-mêmes. En mai dernier, l'artiste nous invite à une visite privée dans son très modeste atelier de Genk, en Belgique. Au milieu de ces taxidermies sans queue ni tête, ces installations néo-rococo célèbrent la poule aux prestigieux ancêtres, les dinosaures. Ça, ce sont les deux poules originelles. Elles ont un regard très intense. Ce que j'aime dans ces portraits, c'est qu'on dirait le roi et la reine. La poule, ça vient du T-Rex, le tyrannosaure. Ça, c'est une vraie patte de poulet. Si tu l'agrandis à cette échelle, elle devient effrayante. Quant à cette œuvre-là, elle est très récente. C'est la nature qui prend le dessus sur la culture. De la Bresse gauloise, bleu-blanc-rouge, à la silky chinoise aux plumes de soie, en passant par la Jersey Giant américaine, l'humanité a façonné près de 400 espèces de poules, quitte à amoindrir à la longue leur patrimoine génétique. Ce qu'on a fait, et ça pointe le problème de notre société, c'est qu'on a créé des monocultures. Et aujourd'hui, on est coincé par ces monocultures. On s'est rendu compte que les monocultures menaient à l'infertilité, par exemple, ou à une immunité réduite. Ce que je fais, c'est que je crée un nouveau mouvement en les hybridant. Quand on les hybride, on accroît leur patrimoine génétique, donc leur diversité. L'hybridation, Koen van Mechelen connaît bien. Apprenti sorcier de la génétique, il croise depuis 20 ans des espèces de poules du monde entier pour obtenir la cocotte suprême, à l'ADN œcuménique. Une poule qui les rassemble toutes. Elles ont 2 mois. C'est la 26e génération. À chacune d'elles, on prélève des échantillons de sang pour étudier leur patrimoine génétique. Pendant cette période, elles participent à des expositions et elles deviennent des œuvres d'art contemporain. Celles-ci, elles partent en Israël. Né en 65 à Saint-Tron en Belgique, Koen grandit entre un père artiste-philosophe et une mère styliste. Il se découvre une passion pour les poules quand son oncle biologiste lui offre une couveuse.
Après des études de management hôtelier, il devient chef pâtissier dans un grand restaurant, puis troque le rouleau pour le biseau et la sculpture sur bois, se rêvant à son tour artiste et renouant au passage avec sa passion d'enfance, les poulettes. Mon père était très dur avec moi. Il ne me disait jamais que quelque chose était bien si c'était mauvais. Et je lui en suis très reconnaissant. Une autre chose qu'il me disait, c'est le pire que tu puisses faire, c'est imiter tes parents. Après 30 ans d'installation chimérique, la carrière de Kuhn a plus que pris son envol. Peu connu en France, l'artiste est devenu un invité régulier de la Biennale de Venise. De quoi rendre son papa fier comme un coq. En 2017, notre Chicken King a trouvé le bonheur dans le pré. Dans un zoo abandonné de Genk, il a ouvert un parc de 24 hectares, accueillant bien sûr des poules, mais aussi des lamas, yaks et autres dromadaires. Au milieu, une volière installée dans son gigantesque atelier aux aires de repère de méchants de James Bond abrite son lot d'oiseaux rares. C'est ici que vivent ce que j'appelle mes oiseaux doudous. Ils sont au bord de l'extinction, comme ces calao là-haut, ou le goura couronné. Quand ils font des petits, on les envoie à des fondations, et ces fondations les rendent à la nature. Il essaie de se reproduire. Il est très agressif. C'est son territoire. On est toujours dans la spéciale XXS de Trax. I was doing this for maybe a year or two, and then I got a phone call from the United States, and picked up, and it's like, hey, this is Don Platt. I've been following your research. It's really nice. We're already doing it. I work with NASA. I'm a scientist, and we're investigating what it would take for people to travel to Mars. Basically, we're investigating if we could send livestock up there, so cows and pigs. But of course, every kilo that you send up in space is very expensive. So what they were trying to do is to genetically downsize cattle, micro-livestock, to create micro-livestock. Et au fait, n'oublie pas, Trax, c'est où tu veux, quand tu veux, sur arte.tv et les réseaux sociaux. And the funny thing is that even in this kind of fantasies about space travel, budget is king. So if the budget tells you that we should become smaller, then it will eventually become such a strong incentive that it might actually really happen. Depuis les débuts de la révolution industrielle, la miniaturisation est le miroir du progrès et de notre folie des grandeurs. Le petit souci, c'est que si on devient nous aussi de plus en plus petits, ne risque-t-on pas de finir avec un cerveau de la taille d'un pois chiche ? Yes, of course, there's a risk. There's a risk that we become slightly dumber, but maybe that's not so bad, depending on what we keep and what we throw away. But individual cells can shrink. That means that you would have the same amount of brain cells, for instance, they would just be smaller. And in the same sense that computer chips become even faster because they're smaller, because the distance covered between the different points is shorter, maybe we would become even smarter
if we would have smaller brains. Voilà, Bobby, génial.